Bonjour, docteur Éric Ménin. Merci beaucoup de nous recevoir et d'accepter de conduire avec nous ce débriefing. Tu es donc médecin. Ce qui serait intéressant dans ce débriefing, c'est que tu nous parles, que tu nous présentes, que tu nous parles un petit peu de ta patientèle et des raisons pour lesquelles ils viennent te voir et de comment tu les traites. Et aussi que tu nous parles un peu de ton diagnostic de la situation. Voilà. Donc, à toi, Eric. Alors, on va commencer par la première question. Qu'est-ce que je fais, qui je suis? Donc, moi, je suis médecin généraliste à orientation homéopathie, phytothérapie. Donc, j'ai une clientèle d'homéopathes avec des gens qui viennent beaucoup pour de la prévention, beaucoup de pathologies chroniques. Il se trouve que depuis 15 ans, je travaille avec le professeur Perron sur les problèmes d'infections chroniques comme la maladie de Lyme et bien d'autres infections chroniques. Donc, les facteurs infectieux et les maladies infectieuses m'intéressent au plus haut point. Voilà. J'ai aussi un diplôme d'immunologie, donc tout ce qui est immunité, tout ce qui est troubles immunitaires font partie de mes spécialités, de mes approches quotidiennes. Donc voilà, donc ça, sinon j'ai une clientèle vraiment de médecins généralistes, homéopathes, plutôt âgés, classiquement, des gens qui s'intéressent à leur santé, qui viennent faire de la prévention. Voilà, donc de fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour m'interroger sur le coronavirus, évidemment, sur l'épidémie actuelle, sur quoi faire en prévention, parce que finalement, c'est quand même un point qu'on ne met jamais en avant nulle part. Un exemple caricatural, c'est évidemment le rapport qu'a écrit l'Académie de médecine sur la vitamine D, en montrant que la vitamine D était absolument essentielle pour la prévention des cas graves de Covid. Ça a été démontré par des études récentes où les gens qui ont des carences en vitamine D font 2 fois plus de complications et une mortalité plus importante. Et pourtant, personne n'en parle. Voilà, donc c'est un petit exemple. Le zinc, il y en a d'autres, bien sûr. Beaucoup d'éléments permettent de faire de la prévention par une stimulation du système immunitaire, tout simplement. Et les gens m'interrogent beaucoup pour ça, pour essayer de se renforcer. Voilà. Et puis, bien entendu, s'ils sont malades, ils me consultent par rapport à leurs symptômes. Et tes patients, quand ils viennent te voir, ils sont dans quel état d'esprit? Alors, leur état d'esprit est très variable. J'ai évidemment un biais de recrutement parce que j'ai des gens qui sont très proactifs dans leur santé, qui s'intéressent, qui se renseignent. Voilà. Mais mon premier travail, moi, c'est de leur enlever la peur. Donc, je les interroge systématiquement. Je leur demande toujours, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'épidémie actuelle pour pouvoir répondre à leurs angoisses, par rapport à répondre à leurs peurs, parce que vous savez que la peur est mauvaise conseillère, mais on sait, c'est démontré, qu'elle fait chuter le système immunitaire de façon très importante. Donc, entretenir la peur dans la population est le meilleur moyen d'entretenir une épidémie virale, quelle qu'elle soit. Donc, premier objectif, c'est qu'ils soient plus tranquilles. D'abord, qu'ils sachent qu'il y a des choses à faire sur le plan de la prévention, sans attendre un hypothétique vaccin. Et puis, évidemment, qu'il y a des traitements, parce que c'est peut-être le point sur lequel on insistera le plus. Il est indispensable de soigner nos patients. Nous avons fait des études de médecine pour soigner les gens. Et on a l'impression aujourd'hui que finalement, on n'a pas progressé depuis la grande peste de Marseille au XVIIIe siècle, où on n'avait que 2 choses à faire, des gestes barrières et confiner. Et aujourd'hui, on ne nous propose rien d'autre. Alors qu'il existe beaucoup de solutions, même si on manque d'études formelles sur toutes ces solutions, on a suffisamment d'éléments positifs, suffisamment d'éléments encourageants pour être actifs face à nos patients. Et les patients, quand ils ressortent de ton cabinet, ils ont repris confiance, ils ont obtenu des réponses à cette peur? Alors, j'espère, en tout cas, il faudrait leur demander à eux, mais enfin, la majorité sont plutôt positifs, sont en général satisfaits. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est, alors, bien sûr, ce n'est pas une statistique. Aujourd'hui, j'ai une clientèle, j'ai envie de dire, un peu comme tous les médecins généralistes. J'ai eu uniquement une trentaine de cas depuis le début, c'est-à-dire depuis février, de Covid symptomatiques et positifs, parce qu'évidemment, je ne compte pas les cas positifs asymptomatiques, dont on ne sait pas si ce sont des faux positifs ou pas. Je n'ai eu à ce jour aucune hospitalisation et donc encore moins aucun décès. Si j'étais tout seul, je n'en parlerais même pas, mais je participe à plusieurs forums de médecins. Si je regroupe les 3 forums auxquels je participe, ça regroupe à peu près 500 médecins en France et j'ai en permanence les mêmes retours.
c'est-à-dire très peu d'hospitalisations, très peu de décès dans la clientèle des médecins qui soignent. Et avec toujours les mêmes retours d'efficacité des traitements qu'on peut proposer, que ce soit en prévention ou en traitement, en sachant que, encore une fois, j'ai une clientèle qui est plutôt un peu âgée, donc théoriquement un peu plus à risque que la moyenne des Français. Et avec tes collègues médecins, vous parlez un petit peu de vos patients, vous échangez sur leur pathologie, ils sont dans quelle disposition par rapport Alors, aux décisions, on va dire, du Conseil de l'ordre, de la NSM sur les divers traitements? Alors, en permanence, on échange bien sûr sur nos cas cliniques. Comme je le disais au début, moi, je fais de l'homéopathie. Donc, comment je soigne mes patients? D'abord en homéopathie, parce qu'on a d'excellents résultats dans les infections hivernales avec l'homéopathie. Ensuite, en aromathérapie, on a des huiles essentielles qui ont prouvé leur efficacité sur les virus, dont les coronavirus, pas spécifiquement le Covid-19, mais les coronavirus en général. Donc, on a vraiment là des résultats intéressants. Et puis, bien sûr, nous mettons en place une antibiothérapie à chaque fois que c'est nécessaire et bien entendu en privilégiant l'azithromycine, ce macrolide qui est particulièrement efficace, comme l'a montré plusieurs études sur le coronavirus. Chez les gens fragiles, chez les gens avec des comorbidités ou des symptômes plus importants, nous prescrivons dans le cadre de la loi l'hydroxychloroquine. Le cadre de la loi est très clair, il n'a pas l'AMM pour le Covid-19. Par contre, nous avons la possibilité de le prescrire hors AMM quand cela nous paraît nécessaire. Nous le faisons au cas par cas, en pesant le pour et le contre, comme tous les médecins le font pour tous les médicaments qu'ils prescrivent hors AMM, ce qui arrive tous les jours, je dirais, pour la plupart des médecins, puisque là encore, cette législation autour de l'AMM et du hors AMM est très claire et nous pouvons l'utiliser quand les cas nous le suggèrent. Alors évidemment, nous sommes tous désolés de voir cette guerre d'ego et cette guerre contre le protocole du professeur Raoult. Comme je le dis à chaque fois, quand quelqu'un est contre ce protocole en disant ça ne marche pas, dans 99% des cas au moins, ils ne l'ont jamais prescrit. Parce que franchement, c'est vraiment pas de la gloriole, c'est vraiment pas, je ne suis pas là pour faire de l'anti-science. Quand on utilise l'azithromycine plus ou moins hydroxychloroquine, toujours avec certains autres traitements d'ailleurs comme le zinc, on a des résultats étonnants. Et 100% des médecins avec qui je parle et qui utilisent ces traitements ont constaté son efficacité. Donc, ceux qui disent ça ne marche pas, en fait, ne l'ont jamais essayé. Ils se basent sur des études, et je suis d'accord pour dire qu'on pourrait avoir des études plus flagrantes, mais nous avons suffisamment d'études qui montrent une efficacité pour nous permettre de l'utiliser à partir du moment où il n'y a rien d'autre. Parce que qu'on soit bien d'accord, autant une fois que le patient, c'est compliqué, est rentré en réanimation, a une insuffisance respiratoire, on a des traitements qui commencent à être validés comme la cortisone, comme les anticoagulants, et il faut les utiliser. Et nos réanimateurs, nos confrères réanimateurs ont appris à connaître cette maladie dans sa deuxième phase, mais sincèrement, on peut empêcher les patients d'aller à l'hôpital en les traitant dans la première phase. Et la première phase, il n'y a pas de secret, c'est ce que je viens de dire. C'est l'homéopathie pour ceux qui l'utilisent et qui la maîtrisent, l'aromathérapie et surtout le protocole du professeur Raoult qui fonctionne de façon évidente quand nous sommes dans cette première phase. Et il ne faut pas confondre la première phase et les complications lors de la deuxième phase. Merci Eric. Donc, tu viens de nous parler du traitement du professeur Raoult et de l'expérience. Donc, en fait, c'est l'expérience empirique, on va dire, des médecins dont tu parles, en différence par rapport avec les diverses études. Comment les médecins ont-ils perçu cette décision du ministre au mois de mai et comment la perçoivent-ils encore, en fait, vis-à-vis de cette interdiction ou du risque qu'ils ont? Alors, je t'avouerai que je n'aime pas le mot empirique, c'est une expérience pratique, clinique.
du quotidien, donc dans la vraie vie, comme je dis souvent. Les études sont souvent un peu en dehors de la vraie vie. Bon, revenir sur la décision et le décret qui a été publié suite à l'étude totalement bidonnée du Lancet, et tout le monde sait, et aujourd'hui officiellement on sait que cette étude était bidonnée, il est vraiment, on était très en colère de voir un ministre qui est aussi notre confrère, qui est médecin, qui sait lire des études, prendre une décision en 24 heures basée sur une étude qui était évidemment fausse. Et ça a été vraiment choquant. Ça a été vraiment choquant. On se demande quelles étaient les intentions derrière cette décision. Donc, évidemment, pour un médecin, nous interdire de soigner nos patients ne peut être que mal vécu, et la majorité des patients, des médecins, ont très mal vécu ce décret. Il a été annulé le 11 juillet, à partir du moment où l'état d'urgence sanitaire a été levé, et à ce jour, il n'y a pas de législation spécifique sur l'hydroxychloroquine en dehors de la législation générale sur les médicaments avec ou sans AMM. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une liberté de prescrire. Elle est contrainte par cette loi, et on a vu que le professeur Raoult a eu des soucis pour se procurer de l'hydroxychloroquine, parce que lui, évidemment, prescrit beaucoup plus que moi et que les médecins de ville. Il a demandé une autorisation temporaire d'utilisation, une ATU, qui ne lui est pas accordée apparemment. Et ça, c'est tout à fait inadmissible qu'un service hospitalier de pointe avec des grands spécialistes en infectiologie qui font les choses de façon la plus rigoureuse possible ne puissent pas obtenir une ATU pour ce médicament. On va voir comment les choses évoluent dans les semaines à venir. Et ça génère de l'inquiétude parmi les médecins ou de l'intérêt, où en fait ils sont attentifs à ça? Alors on y est forcément attentif, parce que nous, notre but en ville, c'est très simple, c'est de soigner nos malades. Si on nous donne un traitement qui est plus efficace que le protocole du professeur Raoult, qui, je rappelle, associe azithromycine, hydroxychloroquine, et maintenant on rajoute le zinc de façon systématique, si on a un traitement qui est plus efficace, tout en étant tout à fait sans effet secondaire, nous, on n'a pas de problème. On ne cherche pas à prescrire plus une chose qu'une autre. On cherche à soigner nos malades, soigner nos patients, éviter qu'ils aillent à l'hôpital, parce que s'ils vont à l'hôpital, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de se compliquer un peu. On va surcharger le travail de nos confrères et nos consoeurs réanimateurs. Ça ne sert à rien, parce qu'on sait qu'ils ont besoin de s'occuper des gens les plus fragiles, et on peut vraiment faire quelque chose pour tous nos patients en ville. Nous, on veut juste simplement les soigner. On veut sortir de ces combats de coq et de combats d'ego. On fait de la médecine, on fait de la science, on ne veut pas s'occuper de politique. On veut absolument pouvoir aider nos patients. Aujourd'hui, je dis, j'affirme, avec des centaines d'autres médecins, que quand on donne les traitements que j'ai évoqués, qui vont de l'homéopathie jusqu'au protocole complet du professeur Raoult, on a des résultats cliniques évidents. On n'a aucun effet secondaire. Ça fait 20 ans que j'utilise le Plaquenil pour différentes pathologies. Je n'ai jamais eu le moindre problème, et c'est le cas des milliers, et j'ai envie de dire des centaines de milliers de médecins qui l'ont prescrit avant moi. Donc, on n'a pas de raison de se restreindre à prescrire ce produit quand cela est nécessaire. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai eu une trentaine de patients symptomatiques et positifs, j'ai prescrit que 2 fois l'hydroxychloroquine. Je ne l'ai pas prescrit à tout le monde parce que ça ne sert à rien. L'azithromycine seule fonctionne quand les gens commencent à avoir des symptômes avec de la fièvre et des facteurs respiratoires, puisqu'il a été prouvé que la majorité des patients ne meurent pas dans les épidémies du virus. On a fait référence récemment à une étude qui a été publiée par M. Fauci, le responsable de la santé aux États-Unis, qui a montré que la majorité des gens qui meurent dans les épidémies virales meurent de surinfection bactérienne. Donc, on sait bien que l'antibiotique peut avoir son effet. Et puis cet antibiotique-là, l'azithromycine, est efficace également sur la charge virale du coronavirus. Donc, on peut soigner nos patients. Nous, on ne demande que ça, c'est tout. Et ça marche. Concrètement, ça marche. Donc en gros, c'est qu'on nous laisse faire notre métier, quoi. Ce pourquoi tu es absolument formé. Ça. Absolument ça. Je pense qu'on a fait suffisamment d'années d'études, et nous sommes en général des gens rigoureux, raisonnables. On ne prescrit pas n'importe quoi à n'importe qui. Nous savons évaluer le pour et les contre, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque de chaque traitement. C'est notre métier du quotidien.
On nous permet de prescrire des médicaments beaucoup plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Imaginez qu'on a la possibilité de prescrire des neuroleptiques, on a la possibilité de prescrire de la cortisone, des anticoagulants qui peuvent être mortels si on les prescrit n'importe comment. Donc, ça nous fait toujours rire d'imaginer qu'on nous pense incapable de prescrire l'hydroxychloroquine à bon escient. C'est un médicament banal par rapport à tout ce qu'on manipule au quotidien. D'accord. Super. Bon, mais merci pour cette partie, on va dire pour cette première partie. Tu as eu la gentillesse de faire une excellente tribune dans François qui a été très relayée hier, où tu remets en cause les décisions qui ont été prises par le gouvernement récemment, notamment dans le cadre du discours d'Emmanuel Macron, dont tu fais une analyse d'un point de vue, on va dire, médical du terme. C'est pas qu'une décision politique, pas qu'une analyse politique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait qu'un médecin comme toi, tout d'un coup, se sente habité de ce devoir d'écrire une tribune et de décrire ses problèmes? En général, tu me sembles être plutôt quelqu'un qui ne cherche pas la lumière. Donc là, c'est quelque chose qui est habituel, inhabituel pour toi? Alors, comme j'ai écrit un certain nombre de livres et que j'écris des revues à la fois médicales et aussi de vulgarisation, j'aime bien écrire. Donc ça, j'avoue que c'est un métier que j'aime bien pratiquer. Donc voilà, j'ai peut-être l'écriture un peu plus facile que la moyenne. Là, j'ai été choqué dès le début du discours de notre président par le premier chiffre annoncé, qui était le chiffre de la mortalité le mardi, où on savait qu'on nous avait annoncé 523 morts et que finalement ce chiffre était tout à fait faux, encore une fois, et que finalement c'était moins de 300. Bon. Et j'ai été choqué et surpris qu'un président de la République, qui est censé être au courant beaucoup plus que moi de tous les détails de la situation sanitaire, commence par un chiffre aussi évidemment faux. Bien. Alors, ma tribune, mon article dans François n'était pas, pour l'instant en tout cas, de remettre en cause les décisions, mais de remettre en cause les critères qui ont permis de prendre ces décisions. Ce sont des décisions graves de confiner tout un pays, de casser totalement notre économie. Nous savons très bien que tous les artisans, tous les gens qui ont des magasins, etc., sont pris à la gorge en ce moment. Et ça fait déjà 8 mois que ça dure. Et avant ça, ils avaient eu les gilets jaunes. Donc, on a quand même une économie qui est exsangue. Donc, prendre cette décision, c'est grave pour la population et il faut que ça soit pris sur des bons critères. Donc, à partir de ce premier chiffre erroné, je me suis posé la question, quid des autres? Donc, j'ai effectivement analysé un petit peu le discours de notre président sur ses arguments pour prendre une décision aussi grave. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément d'erreurs, énormément de chiffres faux, énormément de chiffres que je vais appeler manipulés. Et ce qui me choque le plus, c'est de me dire, mais les chiffres réels sont déjà suffisants pour prendre des décisions. Donc, pourquoi les gonfler? Pourquoi les manipuler? Pourquoi les rendre encore plus angoissants? À quoi sert cette, comment dirais-je, cette manipulation, en tout cas cette exagération, voilà, dans les chiffres? Pourquoi on décide d'exagérer tout quand on fait une allocution aussi importante, aussi solennelle? Et voilà ce dont j'ai voulu en tant que scientifique, uniquement en tant que scientifique et médecin. Il n'y a rien de politique dans tout ça. J'ai voulu exposer et je compte effectivement écrire la suite pour parler de mon sentiment sur les décisions prises. Alors là, pour le coup, réellement sur les décisions sanitaires. Je ne vais pas trop déflorer le sujet, mais le fait est que pour moi, soit la décision elle est insuffisante, parce que sincèrement, faire un confinement où on laisse les enfants aller à l'école et on laisse les gens aller au travail avec le métro parisien qui est toujours autant bondé, ça ne me paraît pas réaliste sur le plan scientifique. Et d'ailleurs, beaucoup de mes confrères ont dit que c'était tout à fait insuffisant. Donc, je ne sais pas quelle est cette décision d'un confinement un peu tiède. Et puis surtout, notre président nous a proposé 3 solutions.
Et à aucun moment, 3 solutions possibles, c'était l'immunité collective, ne rien faire, laisser les gens s'infecter, etc. Bon, il a mis ça de côté. Il a mis, je ne sais plus quelle était la deuxième, et puis la troisième, bien sûr, c'était le confinement. Et donc, on dit finalement, il n'y a que le confinement possible. Mais il a oublié la quatrième. Il y avait la quatrième solution, c'est de soigner les gens. À aucun moment n'a été envisagée la solution de dire, et si on soigne, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, il va falloir quand même analyser une situation paradoxale, curieuse, étonnante. Pourquoi n'y a-t-il pas de la même mortalité en Chine, au Japon, à Taïwan, en Asie en général? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont pas autant de cas? Pourquoi l'Allemagne, qui a 85 millions d'habitants contre nous 66, pourquoi ils ont 10 000 morts quand nous, on en a 40 000? Nos médecins ne sont pas plus mauvais, nos réanimateurs ne sont pas plus mauvais. Donc, comment se fait-il qu'on ait 44 fois plus de mortalité que l'Allemagne? Alors, on sait qu'en Allemagne, ils ont fait beaucoup plus de commandes d'hydroxychloroquine. Ils ont beaucoup plus utilisé le protocole Raoult. Et c'est vrai dans d'autres pays. Pourquoi la Suède n'a pas de deuxième vague, si tant est qu'on ait réellement une deuxième vague? Parce que pour l'instant, la mortalité totale est tout à fait celle qui est attendue au mois de septembre et au mois d'octobre. Et elle est équivalente à 2019. Donc pour l'instant, on a beaucoup plus de cas, ça il faut le reconnaître. Depuis un mois, on a beaucoup plus de gens symptomatiques et positifs qu'on en avait, parce que moi j'ai eu je dis bien zéro patient malade entre mai et fin août. Rien du tout. Alors certains me diront, bah oui, c'est grâce au confinement. Peut-être c'est grâce au climat, peut-être aussi c'est lié aux mutations. Le professeur Raoult nous a bien exposé les différentes mutations qu'il y a eu depuis 8 mois. Donc, on ne sait pas. En tout cas, il n'y avait pas de patients. Mais là, depuis un mois, force est de reconnaître qu'on a plus de gens symptomatiques et positifs. Donc, le virus paraît plus contagieux. Par contre, on a beaucoup moins de gens avec des formes graves. Ça, c'est une réalité aussi. Et même en réanimation, quand vous discutez avec les réanimateurs, ils vous disent clairement qu'ils ont beaucoup moins de cas graves qu'ils n'en avaient en mars-avril. Et donc, on verra bien sûr dans les mois qui viennent comment les chiffres évolueront. Mais il y a quand même une interrogation. Franchement, je ne comprends pas qu'on n'étudie pas cette notion. 10 000 morts en Allemagne, 40 000 morts en France. Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi? Et effectivement, nous n'avons pas pris en compte cette quatrième voie qui était pourtant évidente, soigner les gens avant qu'ils aient besoin d'aller à l'hôpital. Et quand tu parles avec tes collègues médecins, donc je sais que tu es dans la Haute-Garonne, donc on va dire en province, on va appeler ça. Est-ce que tu sens qu'il y a une différenciation entre les provinces et puis Paris, ou bien donc, tes collectifs de médecins, ils sont répartis partout en France? Ou comment tu pourrais expliquer qu'il y a certains médecins qui sont comme toi, on va dire, pragmatiques pour se poser ce genre de questions, et puis il y en a d'autres qui ont l'air d'être complètement opposés au protocole. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer des différences? Sincèrement, c'est une question difficile. Moi, je peux dire simplement que les 400 ou 500 médecins avec qui je suis en relation dans les différents forums recouvrent absolument toute la France. Et bien sûr, il y a aussi des Belges, il y a des Suisses, et on est en relation bien sûr avec des médecins étrangers en Italie, en Allemagne. Et même pour ce qui est de l'homéopathie, on collabore aussi avec l'Inde et la Chine, qui sont deux grands pays où l'homéopathie, surtout l'Inde, est très développée, et avec des travaux, des études officielles sur homéopathie et Covid qui ont été publiées en Inde, tout à fait passionnantes. Alors, voilà, donc je peux juste dire que moi, quand je vous dis que j'ai des retours de mes confrères et consoeurs qui sont équivalents aux miens, c'est dans toute la France. Bon, alors, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont totalement en opposition avec ce que je dis? Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de médecins qui sont agacés par le fait de ne pas pouvoir soigner et d'être un petit peu, je dirais, les moutons. Hein, c'est-à-dire qu'on nous dit ce qu'il faut faire, hein, on nous dit comment il faut le faire, comme si on n'avait jamais fait d'études. Et bientôt, je pense qu'on nous remplacera par des ordinateurs et des assistants de santé non médecins. Non, je pense que beaucoup de médecins ont été choqués par l'interdiction d'utiliser certains médicaments et l'impossibilité de soigner comme on voudrait. Après, il y a des gens qui ont plus de peur que d'autres. Moi, j'ai toujours dit, je suis là pour respecter la loi. Quand il y a une loi, je la respecte. À l'époque où il y avait une interdiction
de prescrire l'hydroxychloroquine, je ne l'ai pas utilisé. Il faut dire que, sincèrement, j'en ai pas eu besoin, donc ça tombait bien. Mais voilà, donc il y a des médecins qui sont peut-être très attentifs aux consignes données par le ministre et ils ne veulent pas en déborder. Maintenant, sincèrement, 9 fois sur 10, quand j'entends quelqu'un dire le traitement du professeur Raoult n'a pas prouvé son efficacité, ce sont des gens qui ne l'ont jamais utilisé. Et souvent d'ailleurs, ce sont des hospitaliers qui, pour certains, ne voient pas beaucoup de malades au quotidien. Je parle du quotidien, ils font leurs visites, ils voient des malades dans leur service, mais ils ne font pas de la médecine du quotidien, dans la médecine dans la vraie vie, comme je dis souvent. Et puis deuxièmement, ils voient surtout des malades à l'hôpital. Et ça, c'est toute la différence. Quand on est en ville, on n'a pas du tout les mêmes malades qu'à l'hôpital. Donc, on ne fait pas du tout la même médecine. Donc, des choses qui peuvent être vraies à l'hôpital ne sont pas vraies en ville. Bon, cela étant, quand on écoute des gens comme le docteur Louis Fouché, qui est réanimateur à l'IHU à Marseille, il a exactement le même discours et les mêmes expériences que ce que je peux vous raconter. Donc, quand on est un peu attentif, on se rend compte quand même que les choses sont, on va dire, plus complexes que ce qu'on nous dit à la télé et ce que certains experts viennent dire à la télé, mais qu'on peut faire autrement et qu'il ne faut pas attendre pour soigner les malades. Tu regrettes un peu ce débat, ce déballage de la médecine à la télévision pour le bien-être des patients? Alors ça, c'est clair que je le regrette, mais je pense que tout le monde le regrette. D'ailleurs, quand j'interroge mon entourage ou mes patients, tous ont arrêté de regarder les informations. Moi, ça fait 6 mois que je ne regarde plus les informations. Je prends les informations sur Internet, je les sélectionne, mais surtout, je ne regarde plus ces débats stériles et inutiles de ce qu'on appelle une médecine spectacle. Bon, alors, suivant les chaînes, on va inviter des gens qui sont beaucoup plus pour une chose ou pour une autre. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'au bout d'un moment, ça devient de la foire d'empoigne avec plus aucun critère scientifique. Je crois qu'il faut qu'on devienne des scientifiques. Et le scientifique, son première qualité, c'est le doute. Et moi, ce qui m'effraie parfois chez certains de mes confrères, et en particulier chez certaines personnes qu'on dit experts, c'est leur absence de doute. Certains expriment très bien leurs doutes et c'est très positif. Mais franchement, des gens qui affirment des contre-vérités sans avoir le moindre doute, ça me paraît vraiment surprenant. Et j'avoue que j'ai été un peu déçu, mais il n'est pas médecin. Quand j'ai entendu M. Macron lors de son allocution asséner des contre-vérités, asséner des termes sans aucun doute, sans jamais mettre un seul doute dans tout ça. Et c'était un peu dommage. Mais bon, voilà, ce n'est pas son rôle. Lui, il est là comme président, pas comme scientifique. Les scientifiques doivent douter parce que la moitié des études qui étaient soi-disant randomisées en double aveugle et donc valables il y a 10 ans ne le sont plus. Donc, je crois qu'il faut rester humble vis-à-vis de la science. Et quand on dit le protocole Raoult n'a pas prouvé son efficacité, il n'a pas prouvé non plus son inefficacité. Moi, j'ai lu beaucoup d'études qui me laissent penser que ce protocole est efficace. Et quand je l'applique, eh ben, il l'est. Voilà. Alors, ce n'est pas de la science comme certains veulent l'imposer, mais peut-être que le bon sens, peut-être que l'expérience clinique devrait être remise à l'honneur, à l'image de cette phrase célèbre de Claude Bernard qui disait « Quand un fait ne s'accorde pas avec la théorie, il faut abandonner la théorie et accepter les faits. » Voilà. Et les faits, ben moi, c'est ceux que je vous ai donnés. C'est l'efficacité de cette prise en charge quand elle est précoce en ville. Et quand j'entends un médecin hospitalier me dire ça ne marche pas, oui, mais si vous l'utilisez trop tard, chez des gens qui sont des gens d'insuffisance respiratoire, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Donc, on peut en conclure que la médecine hospitalière et la médecine de ville, c'est deux types de médecine, que les patients, il faut les rassurer, que tu n'as pas l'air particulièrement inquiet au-delà, on va dire, des décisions qui ont été prises par des non-médecins et que quelque part, la relation patient-médecin qui se fait dans un cabinet, en général, elle devrait y re-rentrer quelque part, puisqu'elle est partie sur les plateaux télévision. Et ce serait bien qu'elle reste entre le patient et le médecin et qu'on fasse confiance au médecin, tout simplement. Oui, ben voilà, écoutez, je pense que bon, il y a des bons médecins, des moins bons, il y a des gens qui ont fait de notre mieux. Moi, je trouve que la médecine,
libérale, la médecine de ville, la médecine du quotidien, elle est riche de sa diversité. Et en plus, on a la chance en France, contrairement à certains pays, on a le choix de notre médecin. Donc, on va choisir un médecin qui va nous convenir dans sa façon de penser, dans sa façon de soigner. Je ne soigne pas mieux que n'importe quel de mes confrères. Je soigne parfois un peu différemment, mais je ne jette la pierre à personne. Je pense qu'on fait tous de notre mieux. Et effectivement, la médecine de ville est très différente de la médecine hospitalière. Et c'est un des problèmes, peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion d'en reparler avec toi, et puis peut-être je ferai un article sur cette problématique qui est qu'aujourd'hui, on fabrique essentiellement des médecins hospitaliers pendant les études, parce que pendant 6 ans, pour ne pas dire 8 ans, on ne fait que de la médecine hospitalière, et cette médecine hospitalière est déconnectée de la réalité de notre quotidien de Montville. Donc c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, et les deux sont tout aussi bonnes. Attention, je ne rejette pas l'un par rapport à l'autre. Les deux sont complémentaires, les deux sont importantes, les deux sont utiles, mais à des moments différents et pour des patients différents. Pour conclure, oui, effectivement, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet parce qu'on a des traitements préventifs qui nous aident vraiment. Moi, je me rends compte quand même que malgré l'âge de ma clientèle, je n'ai pas eu beaucoup de cas symptomatiques. On a des traitements pour soigner les gens qui fonctionnent bien. Et quand un patient est positif et malade, il est tout de suite paniqué. Et sincèrement, j'essaie de le rassurer. Et en général, en 8 jours, c'est terminé. En tout cas, depuis septembre, j'ai eu personne qui a été malade plus de 8 jours. Maintenant, il faut être rigoureux dans la prévention. Et là, je voudrais peut-être pour conclure rappeler une chose. On a mis toute la prévention sur le masque avec des obligations du masque partout, y compris maintenant chez nos enfants à 6 ans, ce qui est totalement aberrant. Et maintenant, on dit même à la maison. Mais comprenez bien, le professeur Raoult l'a dit plusieurs fois, mais ce n'est pas le seul. C'est connu depuis toujours. La contamination par les mains est beaucoup plus importante que par l'aérien. Donc, si on voulait donner un chiffre, on peut dire que 30% de la contamination se fait en aérien et 70% par les mains. Donc, mettre tout sur le masque, c'est absurde. Quand on nous dit on va garder le masque à la maison, mais vous comprenez la bêtise de cette phrase, parce que à la maison, on va toucher la même table, on va manger à la même table, on va se laver dans la même salle de bain, on va aller dans les mêmes toilettes. On ne va pas désinfecter toutes les 5 minutes, personne ne le fait, et puis s'il le faisait, ça serait grave. Donc la contamination, si elle doit se faire, elle sera obligatoire au sein d'un foyer. Et vous voyez que c'est plus compliqué que ça, puisque moi j'ai plein d'exemples de patients qui ont été, y compris d'ailleurs dans mon entourage, de gens qui ont été malades, prouvés positifs, et leur conjoint n'a même pas été positif. Donc la contamination, on ne sait pas comment elle se fait, mais on est sûr qu'elle ne se fait pas que par le masque, qu'elle se fait beaucoup plus par le toucher. Pensez à vous laver les mains. Pour autant, mettez des masques dès que vous êtes dans un groupe, dès que vous êtes dans un magasin surchargé. Et pour une autre absurdité, à votre avis, quel est le risque le plus important de la contagiosité? D'aller dans un supermarché où vous croisez des milliers de personnes, où des milliers de personnes ont touché plein d'objets dans les rayons, ont touché les caddies, ont touché les rampes d'accès, plutôt qu'un petit libraire qui va faire rentrer les gens 5 par 5, qui va vérifier que chacun se lave les mains, met son masque. Où est le risque de contagion le plus important? Comment peut-on justifier la fermeture des petits commerces et de laisser les grandes surfaces ouvertes? Je n'ai rien contre les grandes surfaces. J'espère qu'elles vont pouvoir continuer à travailler, mais il y a une injustice d'un côté économique, social, et en plus, il y a une aberration scientifique, parce qu'il y a beaucoup plus de risques de contamination dans une grande surface que dans les petits magasins. Et c'est ça qui est vraiment perturbant, choquant, et à la fin, comme on ne comprend pas parce que c'est illogique, finalement, on finit par tout rejeter. Alors qu'il ne faut pas tout rejeter. Le masque a son utilité, se laver les mains a une utilité, certaines précautions, voire certains confinements peuvent avoir leur utilité, mais il faut que ça soit cohérent. Pour trouver un juste milieu, on va dire. Un juste milieu, et puis un juste milieu basé sur une cohérence, pas sur on a l'impression qu'on jette les dés ou on fait ça à pile ou face. Pour un médecin, franchement, c'est perturbant. Docteur Éric Ménat, merci beaucoup de nous avoir donné tout ce temps. C'est vraiment très clair. Et eh bien, on attend le prochain article avec grand plaisir. Avec plaisir.